Donc, écoutez, déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation aujourd'hui à venir présenter les travaux qu'on conduit dans le cadre du Grand Défi et plus précisément dans l'une des actions qui est financée dans le Grand Défi, qui est le programme Confiance.ai. Je tiens à dire déjà que je présente au nom d'un collectif dont font notamment partie Patrick et Daniel, que je remercie au passage. Et c'est pour ça aussi que vous allez avoir des présentations un petit peu plus détaillées de Rodolphe, Morayo et Flora, que je remercie aussi. Donc, on n'aura pas le temps de tout vous présenter de ce qui est fait dans le cadre du Grand Défi, mais on va essayer de vous donner une overview un peu générale. Donc, déjà, le Grand Défi, c'est un programme qui est financé au niveau de l'État, donc qui est porté par le secrétariat général pour l'investissement et qui vise en fait à développer finalement tous les ensembles de solutions justement pour répondre aux problèmes d'IA de confiance et d'industrialisation qui ont été mentionnés dans les présentations précédentes. Ça vise aussi à apporter des éléments de réponse, notamment à la future réglementation européenne qui est en cours sur le sujet et qui propose de classifier en fait finalement les solutions d'IA en trois risques, quatre risques, ceux inacceptables, ceux à haut risque, ceux à risque limité et ceux à risque minimal. Et finalement, dans le cadre d'une approche notamment de réglementation qui va se décliner en normes harmonisées, qui est plutôt sur une approche générique et justement qui est tout à fait complémentaire à ce que Daniel précisait tout à l'heure sur les travaux qui sont conduits dans les différents groupes au niveau aéro, que ce soit Eurocae et ASA ou que ce soit au niveau SAE. Donc justement, dans le cadre de Confiance IA, on travaille avec ces acteurs-là pour essayer d'avoir une implication cohérente entre standards et développement technique. Alors, juste pour vous dire, qu'est-ce qu'on regarde dans le Grand Défi? Finalement, ça s'est construit à partir d'une analyse un peu des principales filières qui étaient les filières prioritaires qui étaient mentionnées dans le cadre du rapport Villani, puisque c'était inclus dans la stratégie IA de 2018. Et finalement, on s'est rendu compte que beaucoup partageaient un certain nombre de problématiques, et donc d'où le fait d'avoir une démarche multifilière dans le cadre de Confiance IA qui s'est imposée à nous et qui nous permet à la fois de mutualiser des compétences, des moyens et de partager aussi le risque et donc développer finalement tout un ensemble d'assets qui peuvent être utilisés dans plusieurs filières et qui sont stratégiques au niveau national et européen. Donc c'est un peu ce que je présente par là, c'est-à-dire que finalement il y avait tout un ensemble d'initiatives qui couvraient les infrastructures, le cloud, des aspects de mutualisation de données ou plus sur des approches plutôt hardware pour l'intelligence artificielle. Nous, l'idée c'était vraiment de travailler sur ce qui nous semblait être le schéma manquant qui a été mentionné précédemment dans les présentations, c'est finalement toute la partie finalement ingénierie autour de la donnée, de la connaissance, de l'algorithmie et du système pour essayer finalement de construire des méthodes et des outils qui nous permettent de décliner ça tout au long du processus de développement. Donc ça s'est traduit par une feuille de route au niveau du défi qui est plutôt basée sur trois piliers. Un pilier plutôt technologique qui est celui que je vous ai présenté, qui est multifilière et qui est le programme Confiance.ai. Donc il y a un seul programme derrière ça. Je vais vous en donner quelques éléments et finalement qui ambitionne de développer les méthodes et les outils pour supporter cette ingénierie de l'IA en fait, ce qui était mentionné précédemment et notamment par Gérard au tout début de sa présentation. Il y a un aspect de conformity assessment aussi, de tout ce qui est homologation, certification. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous, c'est-à-dire que quelque part, finalement, tous les schémas d'homologation ou de certification vont être impactés par les nouvelles fonctionnalités qui sont amenées par l'intelligence artificielle. Et donc, il faut aussi avoir finalement des certificateurs ou des homologateurs qui soient en mesure de pouvoir conduire ces homologations et ces certifications pour après finalement permettre la release du produit sur le marché et donc permettre aux industriels qui puissent déployer de manière industrielle. Et il y a aussi un autre pilier qui porte sur tout ce qui est normes et standards, donc qui est plutôt sur une approche générique, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, et justement qui vise à essayer de nous positionner un petit peu davantage. Donc je passe un peu un appel, mais il y a énormément de travaux qui se conduisent au niveau de tout ce qui est normes et standards, notamment au niveau international et européen. Et il est important qu'on soit présent pour pouvoir faire passer notre vision,
faire passer nos solutions, etc., etc. Et donc peser dans ces instances-là, notamment dans une approche générique vis-à-vis d'autres acteurs du numérique qui ont un poids, on va dire, conséquent, et donc d'essayer d'être présent dans ces instances. Donc on a essayé de renforcer tout ça. Donc comme vous le voyez, on a essayé de mettre en place finalement une stratégie un peu globale et intégrée au travers de soutien public-privé. On travaille, je vais peut-être le passer ce slide, mais on travaille aussi avec les Allemands. On a détaillé une roadmap un peu commune, un framework un peu commun, qui reprend à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire finalement avec tout ce qui est méthode et outils qui sont en bleu foncé, les aspects de standardisation et les aspects de spécification qui sont en haut, et finalement toute la partie de conformity assessment, mais tout ça finalement en articulation avec d'autres initiatives comme Gaia-X ou autres. Donc Confiance IA, qu'est-ce que c'est? C'est le pilier technologique du grand défi. C'est un programme qui est parti en 2020, qui est un gros programme, puisque c'est sans doute le plus gros programme de R&T en IA au niveau national. C'est un programme de 45 millions d'euros en coût complet sur 4 ans. C'est sans doute le plus gros programme européen sur le sujet, je pense. Et on est parti en fait finalement avec un certain nombre de partenaires, une douzaine de partenaires, notamment des grands industriels qui sont structurants pour chacune des filières concernées. Donc que ce soit l'aéronautique, Airbus, Thales, Safran, l'énergie, l'IT, etc., etc., ou l'automobile avec Valeo et Renault. Puis aussi finalement avec des acteurs académiques RTO, CEA, INRIA et 2 instituts de recherche technologique, sachant que c'est Systemix qui pilote le projet. Mais pour le compte du consortium. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est un programme ouvert, on essaie d'être agile, et donc on est parti avec une douzaine ou 12 ou 13 partenaires au tout début. Et dès la première année, on est presque plus de 40 partenaires. Donc maintenant, on a intégré un certain nombre de startups. Et c'est-à-dire finalement, on a défini nos visions de sortie, qui est en fait finalement la couche orange qu'on souhaite développer, c'est-à-dire finalement une plateforme d'outils et de méthodes qui viennent supporter les développements et l'ingénierie des acteurs industriels, hein, sur des approches data, knowledge, hybride, et en prenant en compte aussi les aspects d'embarquabilité. Et en fait, finalement, on cherche à développer cet écosystème pour essayer d'être compétitif finalement à l'échelle internationale sur des sujets qui sont stratégiques, puisque, juste pour vous donner un chiffre, l'IA de confiance, quand on analyse à peu près un certain nombre de filières, c'est à peu près 40 à 60% des applications des industriels. Et en valeur, ça représente à peu près 50 milliards sur 80 milliards de marché de l'IA pour 9 filières qu'on a analysées. Donc ça a vraiment un poids dans le domaine de l'IA qui est vraiment important. Autre point important, c'est que finalement, on développe tout ça à partir de use cases qui nous sont amenés par les acteurs industriels. Donc ça veut dire que vraiment, c'est un programme qui cherche à répondre à des besoins industriels. On n'est pas dans un programme de recherche amont, on est vraiment dans un programme de recherche industrielle et de montée en maturité. Et pour faire ça, finalement, il faut le démontrer sur des use cases qui nous sont amenés par les industriels et qui vont permettre à la fois d'assurer les développements des outils et des méthodes, et aussi de prouver la généricité sur d'autres use cases. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que quelque part, on se confronte à des problèmes concrets amenés par les acteurs, et on essaie l'idée, c'est pas de répondre à proprement parler aux use cases, mais c'est vraiment de développer les outils et les méthodes, mais on le fait au plus près des besoins métiers et des besoins des acteurs. Alors, Confiance IA, c'est 7 projets en décomposition, donc c'est un peu... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va essayer de couvrir finalement tous les aspects, tout le flot d'ingénierie qui ont été mentionnés précédemment par Patrick, Daniel, c'est-à-dire qu'on va partir de la donnée. Comment est-ce qu'on a un set de données qualifiées par rapport à un ODD, etc., qui prend en compte des données réelles et des données synthétiques. Donc notamment, Flora détaillera un petit peu, parce qu'on n'a pas le temps de tout vous présenter, mais un petit peu ce qui a été fait en cette première année et ce qu'on va conduire sur la deuxième année du programme dans le cadre de cette activité autour de la donnée. On va travailler aussi beaucoup sur l'amélioration de la confiance au niveau du composant IA. Puis finalement, dans un autre projet, sur tout ce qui est caractérisation, vérification, validation, y compris les approches de monitoring et de safety back que mentionnait Daniel, jusqu'à comment est-ce qu'on optimise pour une cible embarquée, tout en sachant qu'on ne va pas aller jusqu'au développement de hardware spécifique, mais on est plutôt sur les aspects d'outils logiciels et de méthodes qui vont nous permettre d'implémenter sur le hardware. Et puis finalement, on a 2 projets qui sont relativement structurants, qui sont celui à gauche et celui à droite, c'est-à-dire un projet sur tout ce qui est méthode et KPI,
il nous faut bien des scorings de la confiance avec une analyse de propriété, etc. Et puis finalement avoir des KPI sur est-ce qu'on respecte bien les éléments de confiance ou pas, sachant que, je précise au passage, la confiance, c'est à peu près une trentaine de caractéristiques à l'ISO, hein, robustesse, explicabilité, human oversight, etc., etc. Donc vous comprenez bien qu'il y a une grande complexité derrière. Et puis après, finalement, l'idée quand même à la fin, c'est d'aller vers les aspects de certification et donc tout ce qui est IVVQ, notamment dans une approche de certification de système. Puis un projet en bas, en fait, qui porte plutôt sur les aspects finalement environnement. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir un environnement interopérable avec d'autres types d'ingénierie, de manière à pouvoir s'intégrer avec des ingénieries qui sont déjà en place et d'avoir une articulation qui soit ouverte et interopérable. Donc là, dans le cadre de cette présentation, on va plutôt axer Flora sur la partie data engineering, plutôt Rodolphe sur la partie caractérisation, vérification de composants, et Morayo plutôt sur la partie un peu haute, IVVQ, et tout ce qui va autour de la méthodologie et des approches pour la validation de système. Je souhaite juste dire un truc en complément, c'est-à-dire que on est dans un projet un peu particulier. Comme je le disais, on est vraiment on souhaite vraiment en fait se confronter au plus près des problèmes industriels. Donc vraiment l'idée qu'on a, c'est de pouvoir chaque année réaliser une version d'environnement qui est scalée la première année et puis finalement qui se complète au fur des années, de manière à pouvoir traiter des use cases qui sont de plus en plus critiques. Et finalement, en fait, comme le disait Claude à un moment donné, c'est-à-dire des IA qui sont de plus en plus diverses, parce qu'on parle souvent d'IA, mais il n'y en a pas qu'une. Donc là, à la fin de la première année, on a déjà réalisé une première version d'environnement auprès des partenaires pour pouvoir travailler sur ces sujets. Et un dernier élément qui me semble important aussi, c'est un peu une vision exhaustive des initiatives sur le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est quelque part, on a cherché à construire ce programme-là en cohérence avec ce qui existait déjà sur le territoire et qui s'adressait plutôt à des sujets un peu plus amont ou sur des scopes un peu plus étroits. Donc finalement, il y a eu tout un travail d'articulation de manière à pouvoir finalement coopérer avec des initiatives qui étaient déjà à l'œuvre au niveau national, comme Data IA, comme DEAL, comme le 3IA Anity, etc. Ce qui prouve un peu finalement l'architecture qu'on a réussi à monter de manière à pouvoir finalement tirer bénéfice de toutes ces recherches dans le domaine amont et vraiment de s'axer sur les sujets de recherche industrielle et de maturation. Donc ça, c'était un élément qui pour tout était important finalement pour pouvoir avoir un programme en fait qui permette de tirer profit de toutes les synergies qu'on pouvait avoir. Donc il faut comprendre qu'à peu près c'est 150 personnes qui travaillent aujourd'hui sur le programme Confiance IA. Donc c'est vraiment un gros programme et on va essayer de vous présenter donc finalement qu'une certaine partie des résultats. Donc je vais passer la parole à Morayo, que je remercie aussi pour des premiers éléments sur tout ce qui est IVVQ. Bonjour. Morayo Adejuma, je suis du coup ingénieur-chercheur au niveau du CEA et je suis la project leader en co-lead avec l'IRT 5 sur le projet 6 justement que Julien vient de mentionner autour de la stratégie d'IVVQ, donc d'intégration, vérification, validation et qualification des systèmes à base IA dans le projet Confiance IA. Donc, nous avons démarré sur les activités de qualification et de mise en conformité en fait des processus de façon générale. Pardon, je vais peut-être me mettre m'afficher, voilà. Bonjour. Avec différents objectifs, dont l'un des premiers, l'un des principaux est de définir en fait un framework d'ingénierie qui permet de pouvoir supporter le cycle de vie en fait de développement d'un système critique qui intègre des composants IA. Alors, au niveau de ce framework d'ingénierie, différentes problématiques sont à couvrir. C'est de pouvoir identifier toutes les activités d'ingénierie qui sont nécessaires et impactantes. Cela inclut aussi bien les activités d'ingénierie système, de safety, de cybersécurité, mais ceux également qui sur la cognition, l'interaction avec l'humain, le data engineering, etc. De pouvoir additionner à ces cycles d'ingénierie différentes activités et métriques
ou analyses qui permettent de pouvoir supporter donc les analyses d'analyse au niveau de la confiance que l'on peut apporter ou appréhender au niveau de ces activités, mais également au niveau du risque induit par ces activités et les moyens de mitigation qui peuvent être proposés pour pouvoir y pallier. Et de façon générale, pouvoir supporter un niveau de confiance adéquat dans le développement du système critique qui intègre l'IA. Donc, pour pouvoir travailler sur ce framework d'ingénierie, donc la première activité est de pouvoir du coup développer cette méthodologie, cette suite méthodologique, en fait, ce framework d'analyse qui va revisiter en fait les activités d'ingénierie classiques au travers de l'identification, à travers évidemment ce que l'on sait faire aujourd'hui dans les différents domaines, mais de pouvoir y prendre en compte les spécificités de l'IA, pouvoir identifier pour ces différentes activités, donc les acteurs, les parties prenantes qui y interviennent et les items d'ingénierie, si on peut les appeler ainsi, donc les artefacts en fait qui seront produits et consommés au niveau de ces activités. À cela doit s'ajouter évidemment l'identification des éléments supports pour pouvoir réaliser ces activités. Nous parlons donc des méthodes et des outils. Il y a une multitude d'outils. Nous couvrons tout le cycle, donc en partant des phases de spécification aux phases de design, de validation, de vérification, de développement de l'IA en lui-même, des datasets, etc. Donc, ceci est un travail assez conséquent sur la modélisation de ce framework. Nous avons donc, pour pouvoir mettre en cohérence et orchestrer ces différentes activités, identifié différentes vues qui permettent de pouvoir faire des focus selon certaines préoccupations. Au niveau, par exemple, de l'intégration de la fonction de l'IA, certaines activités sont impactées et d'autres ne le sont pas. Donc, nous avons une vue dédiée qui permet de pouvoir prendre en compte et de pouvoir refaire ressortir, en fait, les différentes activités qui vont nécessiter des modifications ou qui vont être impactées par l'intégration des fonctions d'IA. Nous avons également les différentes dimensions de la confiance qui doivent être prises en compte. Donc, pour cela, nous allons définir dans le framework d'analyse des viewpoints qui permettent de pouvoir travailler sur la confiance au niveau du comportement du système et travailler sur la confiance aussi au niveau de la collaboration entre le système et ses interactions avec l'environnement, en particulier avec l'humain. Alors je n'avais peut-être pas terminé, mais nous avons également, évidemment, toute une activité autour de la prise en compte des risques. Alors, nous ne sommes pas sur les risques d'un point de vue safety uniquement, mais vraiment la notion de risque en tant que, éléments qui peuvent, avoir un impact, important sur toute activité d'ingénierie. Donc ça peut être aussi bien des risques, niveau process, niveau, développement d'un item en particulier. Évidemment, les risques sont aussi liés à la safety d'un point de vue classique, à la cybersécurité et autres. Mais l'idée est de pouvoir en fait étendre la notion de risque à tout type d'activité d'ingénierie que peut comporter ce framework. Donc, il y a une formalisation ensuite. Merci, Julien, de passer à la slide suivante. Au niveau des différents cas d'application. Alors, nous parlons ici des cas d'application que le framework devait pouvoir implémenter et supporter, qui ont été formalisés et catégorisés et qui permettent en fait de pouvoir définir en fait des user stories, si je peux le dire ainsi, ou des parcours d'utilisateurs d'ingénierie, en fait, qui vont pouvoir être impacter les différentes activités de développement. Donc, elles ont été catégorisées, formalisées et ensuite instanciées à travers différentes vues pour pouvoir identifier, orchestrer ces différentes activités, ces différentes applications. Merci pour la slide suivante. Ici, nous avons du coup 3 préoccupations principales, enfin 4 préoccupations principales, on va dire, qui ont été identifiées. Donc, nous avons parlé du framework qui prend en compte la définition du cycle d'ingénierie complet et du support sur les activités d'analyse inférentes à ce cycle d'ingénierie, donc sur les activités. Donc, au niveau de ce cycle, nous allons identifier différents artefacts. Pour chacune de ces artefacts, puisque nous sommes sur le projet Confiance IA et notre objectif principal est de travailler sur la confiance
dans le système, nous allons identifier les différentes propriétés. Donc, ces propriétés sont évidemment relatives à la confiance, mais qui se déclinent aussi sur des propriétés qui sont de plus bas niveau et qui peuvent être intrinsèques en fait à des artefacts de développement. Donc, nous avons des propriétés, par exemple, sur une propriété au niveau de la confiance, au niveau de la robustesse, qui pourra se décliner à un moment dans les couches de bas niveau et sur des artefacts spécifiques sur de la reproductibilité, la répétabilité, etc. Donc, nous avons toute une déclinaison de ces propriétés qui doit être identifiée. Et pour chacune d'elles, nous allons identifier en fait des stratégies qui permettent de pouvoir les prendre en compte en fonction des activités d'ingénierie. Les artefacts, les propriétés sont supportées du coup par des outils et des méthodes comme on a identifié et seront du coup implémentés, intégrés dans notre framework d'ingénierie. Merci. Donc, sur une vue similaire, nous avons des différentes couches en fait qui sont développées au niveau du projet, qui permettent de pouvoir identifier les attributs de confiance, les éléments qui permettent de pouvoir faire l'analyse de risque, donc risque, quel que soit le niveau de risque, pas uniquement safety, qui pourront impacter du coup les propriétés qui auront été identifiées au niveau de ces des items d'ingénierie et qui vont se traduire à travers en fait le cycle de développement en différentes stratégies pour leur développement. L'objectif est d'avoir en fait le plan de vérification et de validation de guillemets qui correspondent au développement de ces artefacts. Donc, les propriétés étant supportées par des méthodes, ces méthodes ont été identifiées au niveau du workflow, au niveau du cycle de vie du produit, du cycle d'ingénierie du produit. Donc, sur une vue, en fait, pour exemplifier ce processus et ces différentes interactions, nous avons l'identification d'activités d'ingénierie qui concernent par exemple les amplifications ici est faite sur l'ingénierie de la data où nous avons les différentes activités qui ont été identifiées pour l'ingénierie de la data et le cycle de vie de la data. À ces activités, nous associons en fait quels sont les éléments du workflow qui pourront les utiliser, qui pourront être impactés par ceci. Et nous allons identifier pour chacun d'eux, en fait, l'argumentaire qui permet de pouvoir justifier, en fait, de la confidence que l'on pourrait apporter à ces éléments. Si on part sur le principe, par exemple, que nous allons avoir une activité autour de l'acquisition de données, cette activité va pouvoir s'inscrire dans un workflow au niveau du processus de la donnée entre la spécification de la donnée, son analyse, etc. Nous allons ensuite avoir un argumentaire qui sera associé à lorsque l'on acquiert cette donnée, nous allons éventuellement travailler sur l'annotation du coup des données. Et pour cette annotation, nous aurons différentes propriétés qui doivent être couvertes, comme la complétude de la notation, la correction, donc qu'elle soit correcte, la cohérence, etc. Ces différentes propriétés seront ensuite déclinées en différentes stratégies. Et au niveau de ces stratégies, nous allons proposer des solutions qui vont se traduire du coup par différentes méthodes précises pour pouvoir appuyer la justification de la confidence dans ces différentes propriétés. Donc, je passe peut-être la main à Flora pour qu'elle parle un peu plus au niveau sur la, le, le cycle de la data. Voilà. Merci Morayo. Bonjour, donc moi je m'appelle Flora Délinger, je travaille chez Valeo et donc je suis impliquée aussi dans le projet Confiance. Et je lead toute la partie qui est liée à en fait comment apporter de la confiance par les données. Et donc je vais vous parler en particulier de comment on peut obtenir des bases de données fiables qui peuvent être ensuite utilisées pour développer des composants à base d'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc, je vais passer rapidement sur ce cycle des données, puisque ça a déjà été un peu présenté dans les présentations précédentes de Daniel et Patrick. Le cycle de développement d'un composant de machine learning, c'est un cycle finalement qui est assez itératif. Il y a plusieurs étapes, et en particulier des premières étapes liées à l'acquisition et la gestion des bases de données.
Puis ensuite des étapes plutôt liées à l'entraînement des modèles et à leur embarquabilité, leur déploiement, etc. Je tiens à faire remarquer que, pendant quelques années, on s'est beaucoup concentré aux étapes plutôt d'entraînement, de validation des modèles et toutes les étapes liées, à la donnée étaient un petit peu sous-estimées, et c'était en particulier lié au fait que, dans le monde académique, finalement, on travaille beaucoup sur des bases, de données, publiques, et donc en fait, les gens commençaient directement à l'étape, train model, et ils ne se confrontaient jamais aux difficultés, qu'il y avait de l'acquisition, de la préparation et de la sélection des données. Mais ça, c'est un point de vue qu'on n'a pas du tout dans le monde industriel parce que, bah, nous, on est obligés d'acquérir nos propres données, que ce soit pour des raisons de confidentialité, mais surtout pour, attaquer, nos propres use cases à nous. Donc voilà, quand les industriels, s'y sont mis, ils ont rencontré, tout un tas de problèmes et ils ont eu tout un tas de questions, sur la donnée. Et alors slide suivant, s'il te plaît, Julien. Voilà et ces questions-là sont notamment, bah, finalement, quelles sont les données, qu'on souhaite, avoir dans nos bases? Donc c'est des choses auxquelles Patrick a un peu présenté plus tôt, mais finalement, Qu qu'on dans le cas où on se met du véhicule autonome, on va acquérir beaucoup de données raw si on met, un capteur sur une voiture, mais finalement, on va pas annoter toutes ces données-là. Dans toutes ces données raw, c'est lesquelles qu'on va choisir qui sont les plus pertinentes, pour, mettre dans nos bases qu'on va utiliser pour entraîner nos modèles. Il y a aussi d'autres questions qui est finalement la base qu'on a, en quoi elle est représentative aussi, du modèle, qu'on souhaite, développer et surtout des conditions opérationnelles, qui sont visées, par notre composant IA. Mais aussi une question liée à la fiabilité de nos données, à savoir est-ce que je peux être sûr que, mes données qui sont en quantité très importante, qui peuvent être 100 000, 200 000, 300 000 images, c on ne peut pas les regarder toutes une à une. Donc, comment être sûr que finalement, dans toutes ces données-là, elles sont fiables, que ce soit sur, la qualité de l'image propre, mais aussi la qualité, de la notation. Voilà, donc c'est tout un ensemble de questions que se sont posées les industriels et qu'on souhaite, répondre, dans le cadre, de confiance. Hem Et nous, ce qu'on propose donc, pour, améliorer en fait la confiance dans le cycle, de vie des données, c'est notamment de faire en sorte que de ne pas se limiter que, à la prise en compte de la donnée comme entrée et par données, on insiste sur le fait que ça peut être des données réelles, mais aussi des données synthétiques. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais surtout qu'il faut, mettre, en relation ces données avec, le domaine opérationnel, du composant, qu'on est en train de développer. Donc ce domaine opérationnel, en fait, ça peut être aussi les requirements. C'est vraiment une vue système, qui, en fait, souhaite spécifier quelles sont les conditions dans lesquelles, le composant, va ensuite, se trouver dans des situations, opérationnelles normales. Donc si on prend, le cas, par exemple, d'une navette autonome, ça va être le parcours de la navette, ça peut être aussi que ça va être de jour, de nuit, avec un beau temps, avec de la pluie, mais par exemple, on va dire que la neige, c'est un cas qu'on ne traite pas. Donc, dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans notre domaine opérationnel et tout avoir spécifié ça fait que, finalement, quand on va ensuite construire notre base de données, il faut que, cette construction de la base soit guidée par le domaine opérationnel. Il ne faut pas construire les bases de données de façon aveugle. On met la voiture, elle enregistre des données, on les annote, et ensuite on entraîne notre modèle. Parce que dans les faits, on peut acquérir énormément de données, si on ne le fait pas de façon guidée et intelligente, on n'arrivera jamais à couvrir, les cas qu'on souhaite, obtenir à la fin. Voilà, que notre composant fonctionne bien dans tous les cas, voulus. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite travailler, dans le cadre du programme, Confiance et donc notamment, donc, de créer une plateforme pour la gestion de la donnée qui nous permette, de designer et surtout d'analyser, des bases de données fiables, donc avec comme finalité d'obtenir donc des bases de données, fiables mais surtout adéquates pour notre use case qu'on utilisera ensuite pour entraîner nos modèles. Et on souhaite aussi mettre en avant, le fait qu'on va associer ça à des métriques qui nous permettront de mesurer et de s'assurer, de la qualité des données, et aussi de la couverture du domaine opérationnel. Je souhaite un peu, mettre en avant le fait que, la mise en lien entre les bases de données et le domaine opérationnel, ou juste, les méthodes de constitution de bases de données, c'est quelque chose qui est vraiment, pas abordé, que ce soit dans la littérature, académique et dans le monde industriel. Il y a un vrai besoin, mais actuellement, il y a aucune méthode,
Voilà, il y a des petites bribes de méthode, mais il n'y a vraiment rien qui est proposé. Donc, c'est vraiment ce auquel on souhaite s'attaquer. Merci Julien. Donc, un peu plus dans le détail, comment on souhaite faire. Donc, ce qu'on trouve important, c'est vraiment de voir qu'il faut mettre en relation, d'un côté, le monde descriptif, dans le sens, le monde qu'on aura spécifié d'un point de vue système, qui correspond donc à notre domaine opérationnel. Donc ça, on va essayer de le faire donc, en l'explicitant, finalement, en formalisant les conditions dans lesquelles notre composant souhaite fonctionner. Donc ça, il y a déjà des choses qui sont faites dans le monde automobile, notamment avec l'ODD qui est l'Operational Design Domain. Donc voilà, à voir si ça peut être étendu à d'autres cas d'études, mais c'est pas le sujet là. Là, c'est vraiment de voir que c'est important d'avoir une méthode pour formaliser le domaine opérationnel. Mais ensuite, c'est aussi nécessaire de pouvoir faire dialoguer ce domaine opérationnel avec, d'un côté, le monde réel, dans lequel on va aller acquérir des données, et aussi le monde dans lequel notre composant IA va ensuite fonctionner, mais aussi faire dialoguer ça avec un monde synthétique. Alors, le monde synthétique, en fait, c'est un monde dans lequel on peut avoir des données synthétiques ou générées, donc c'est-à-dire des données qui sont créées à partir d'un simulateur pour les données synthétiques. Et les données générées, ça peut être aussi des données qui sont générées à partir de l'IA. C'est un peu ce qu'a présenté Patrick tout à l'heure avec finalement les données créées à partir de la sémantique ou avec des visages. Voilà, le monde synthétique, en fait, il est intéressant pour nous parce qu'en fait, il va nous permettre plusieurs choses. D'un côté, il va nous permettre d'avoir beaucoup de données en grande quantité et qui sont des données fiables et de qualité, puisque la notation, on saura qu'elle soit exacte. C'est un domaine aussi qu'on va pouvoir contrôler parce qu'on va pouvoir vraiment spécifier les conditions météo ou les situations qu'on souhaite avoir, le nombre de piétons, par exemple, etc. Mais c'est aussi intéressant, et je fais référence à la présentation de tout à l'heure, le fait que dans l'aéronautique, finalement, c'est assez complexe d'acquérir des données. Et donc, il y a certains domaines pour lesquels le monde synthétique a vraiment un apport. Voilà, ça va être très complexe d'acquérir des données dans le monde réel. Donc, on va mettre une emphase plus importante dans le monde synthétique. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que le domaine réel, il y a le domaine synthétique. Et donc voilà, mon slide suivant, Julien, je te remercie. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment faire une articulation entre ces trois mondes-là. Et donc, comment on souhaite faire cela? Donc, notamment, ça va être de pouvoir spécifier à travers un langage, en fait, le domaine opérationnel et de pouvoir, à partir donc, de cette spécification, aussi pouvoir suivre que notre domaine opérationnel est bien couvert dans nos bases de données réelles et synthétiques. Au-delà de ça, si on veut aussi construire des bases de données, dans Confiance, on souhaite aussi s'intéresser vraiment à développer des outils et des méthodes afin de pouvoir analyser, préparer et sélectionner nos données. C'est important notamment de les analyser pour avoir une idée de leur diversité, de leur représentativité, etc. C'est ça qui nous permettra finalement d'avoir une idée si est-ce qu'on couvre bien notre domaine opérationnel ou pas. Et en parallèle, on a aussi besoin de méthodes pour pouvoir générer et augmenter des données avec de la simulation. Et donc, dans le cadre de Confiance, en fait, on va s'appuyer là sur des startups qu'on a intégrées dans le cadre d'une AMI qu'on a fait au mois de décembre dernier dans le cadre de Confiance. On a sélectionné plusieurs startups françaises qui proposent déjà des outils et voilà, qu'on souhaite intégrer dans le programme pour travailler sur les données synthétiques. Et enfin, pour boucler la boucle, ce qu'on trouve intéressant entre les données réelles et les données synthétiques, c'est aussi de voir dans quelle mesure les données synthétiques, elles nous permettent aussi de compléter notre monde réel. À savoir, le monde réel, en fait, il est biaisé parce que ce qu'on acquiert dans le monde réel, c'est à partir de capteurs, mais on acquiert des situations qui existent dans le monde réel. Si je prends un exemple, par exemple, dans le milieu du ferroviaire, si on veut détecter des obstacles, ça va être compliqué d'avoir des obstacles sur les voies parce que, en fait, la SNCF n'en veut pas. Donc, on va avoir du mal à mettre des caméras sur un TGV et acquérir des données avec des obstacles. Donc, il y a ces situations-là qui sont des cas très rares, mais on va en avoir besoin, en fait. Par contre, on peut quand même acquérir des données réelles qui va être le cas nominal et on peut voir si on ne peut pas utiliser cette fois le monde synthétique pour aller chercher ces cas complexes ou ce qu'on appelle aussi, nous, des corner cases. Un autre exemple, ça peut être dans le monde de l'automobile, détecter un piéton qui saute avec un parapluie. Finalement, ça reste un piéton, mais
c'est un cas très différent du cas nominal d'un piéton qui marche tout droit. Donc voilà, est-ce que le monde synthétique peut pas être utile pour nous pour compléter notre monde réel? Voilà, c'est ça ce qu'on va essayer d'articuler. Voilà. Pardon? Vous pouvez accélérer parce qu'on est en train de... Ok, d'accord, pas de souci. Pour finir, voilà. Ce qu'on fournit, ce qu'on a développé dans cette première année dans le cadre de Confiance, c'est une première plateforme pour gérer cette fois les bases de données réelles et donc d'avoir des outils qui sont des outils open source qui permettent d'un côté de pouvoir faire de l'analyse de données, mais aussi de la notation et enfin de la sélection de données à partir de requêtes pour pouvoir vraiment aller chercher les cas qui nous intéressent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir un peu pressé. Mais comme on a un rendez-vous avec la Californie tout à l'heure, et une heure un peu précise, il ne faut pas trop qu'on dérive.